Bonjour les amis, me revoilà auprès de vous et aujourd'hui je voudrais vous présenter un tableau que j'aime beaucoup qui s'appelle Saint Jérôme dans son cabinet de travail et qui est réalisé en 1475 par Antonello da Messine. C'est une peinture sur bois qui est conservée à la National Gallery de Londres. Antonello da Messina, nous en avons déjà parlé à propos de son magnifique tableau de l'Annunziata. Pour rappel, il est né en 1430 en Sicile et mort en 1479. C'est un artiste qui est peut-être moins connu que d'autres du grand public et pourtant il a eu une influence décisive sur l'art au XVe siècle, car il est un de ceux qui a le mieux pu réaliser le lien et la synthèse entre l'art italien et l'art flamand de cette période. En effet, Antonello da Messina, je vous l'avais dit, a été élève dans l'atelier du peintre Colantonio à Naples, où la peinture flamande commençait à être appréciée. Je vous cite une petite anecdote historique qui nous intéresse particulièrement. On pense que la peinture flamande a été emportée à la connaissance des Italiens et des Napolitains, entre autres par notre bon roi René. En effet, celui-ci appartenait à la maison d'Anjou, mais il était également comte de Provence, roi de Naples et de Sicile. En 1431, il est fait prisonnier par Philippe le Bon, puissant duc de Bourgogne, qui lui conteste la possession du duché de Lorraine. Il restera emprisonné à Dijon, dans le palais du duc, pendant 5 ans. Or, le duché de Bourgogne, par alliance avec la famille des Flandres, était tourné vers les terres flamandes et les artistes du Nord. On pense donc que René a découvert et fréquenté certains de ces artistes, notamment Van Eyck, qui est même devenu un ami, celui qui avait réalisé les époux Arnolfini, dont nous avons parlé, Robert Campin, également le maître de Flémal. Et donc, ce séjour à Dijon lui a permis d'être l'un des véhicules de l'école du Nord vers l'Italie. On peut encore voir à Aix-en-Provence une très belle annonciation de Barthélemy Van Eyck, Barthélemy pas Yann, hein, mais c'est de la même veine, je dirais, qui est actuellement au musée du Vieil Aix. On peut aussi admirer le triptyque du buisson ardent qui a été commandé par René à Nicolas Froment et qui est visible dans la cathédrale Saint-Sauveur, comme vous le savez. L'attribution de l'œuvre dont je vous parle aujourd'hui a d'ailleurs été hasardeuse parce qu'on a d'abord pensé que c'était une œuvre de Van Eyck, puis de Hans Memling, même de Dürer, avant de l'attribuer à Antonello. Alors que voit-on ? On voit un homme, Saint Jérôme, le titre nous l'indique, assis de profil dans son cabinet de travail et consultant un livre. Ce cabinet de travail est lui-même intégré dans un vaste espace à la fois église et palais et recèle quantité d'objets typiques des études menées par les humanistes, car c'est bien ainsi qu'est présenté Jérôme. Alors rapidement, qui était Jérôme ? C'est un moine ayant vécu au IVe siècle après Jésus-Christ, l'un des 4 pères de l'Église latine, qui a unifié les différentes versions de la Bible à partir des textes grecs, hébraïques et même certains déjà en latin. Il met au point une traduction qui est la traduction qui sera ensuite retenue par l'Église et qui est nommée la Vulgate. Avant de s'atteler à ce travail commandé par le pape, il aurait vécu un ermite dans le désert de Syrie, pas loin d'Antioche. Dans sa légende dorée, Jacques de Voragine raconte qu'il retira une épine de la patte d'un lion. C'est pourquoi il y a toujours un lion à côté de lui. Vous l'avez repéré, je pense. Maintenant, vous ne pourrez plus vous tromper. Quand vous voyez un homme à l'étude, habillé de pourpre cardinalis et avec un lion à proximité, c'est qui ? C'est Jérôme. Bon. Signalons tout de suite que contrairement à ce qu'on imagine en voyant la reproduction, il s'agit d'un petit tableau de 45 cm par 36. Incroyable, non ? On s'attend à quelque chose de très grand. En effet, ce tableau produit un effet de monumentalité malgré sa petite taille, en jouant sur différents espaces et encadrements. Nous y reviendrons. Jérôme est considéré comme le précurseur des valeurs nouvelles de l'humanisme, bien avant l'heure donc, et il est présenté ici dans une pose un peu austère, comme un savant absorbé dans sa lecture que rien ne vient déranger, au milieu des ouvrages qui garnissent ses étagères. L'encrier posé devant lui, les nombreux ouvrages qui reposent debout, ouverts, évoquent son activité d'exégèse biblique, voire de philologue,
sous le regard du Christ figuré par le crucifix qui s'élève au-dessus de lui. Consacrons-nous un peu à la mise en espace complexe qui nous est proposée. On peut dénombrer 5 plans en profondeur. L'encadrement de pierre au premier plan, cadre dans le cadre, qui laisse le spectateur au seuil du cabinet d'études. Sur la marche se pavane un pan, animal purifié des péchés car sa chair est réputée imputrescible et qui de plus chasse les serpents. Vous me suivez sur le symbole. Et une perdrix réputée, selon le livre de Jérémie, pour enlever les œufs d'autres oiseaux et les couver elles-mêmes. Or ensuite, les oisillons, attirés par les chants de leur propre espèce, retournent vers elles. C'est donc un symbole de rédemption. Vous me suivez toujours. Pour vous amuser un peu, combien d'animaux différents voit-on dans ce tableau ? Au second plan, le cabinet de travail comme suspendu et à distance de nous. Au troisième plan, les 2 travées, à gauche palatiale, à droite basilicale et qui de plus semble plus profonde que la travée de gauche. Ces travées aboutissent au 4e plan, qui serait le mur du fond avec les fenêtres géminées, et enfin le 5e plan, le paysage extérieur, ciel et collines. Ce qui rend cette mise en place encore plus complexe, c'est que le cabinet de travail, justement placé dans une perspective centrale renforcée par le dallage et légèrement en hauteur, coupe l'espace qui trouve son unité grâce au dernier plan où le paysage fait le lien d'une travée à l'autre. En effet, l'espace intérieur, outre le fait qu'il soit en partie occulté par le cabinet de travail, n'est pas tout à fait cohérent. La partie droite, avec ses arcades gothiques, fait penser à une église, et la partie gauche plutôt à un palais. L'espace est ponctué par les pleins et les vides qui se déploient tout autour du cabinet de travail. La lumière qui attire notre œil provient des 3 ouvertures géminées de la partie supérieure et des fenêtres découpées dans la partie inférieure. Remarquez les magnifiques effets de contre-jour sur le carrelage. Jérôme se tient dans l'espace plein et compact de son bureau, tourné vers l'intérieur de l'étude, de la réflexion, de la concentration. Rien ne peut le détourner de son appétit pour l'étude. La vie est en dehors de lui. Il est comme suspendu dans le temps et l'espace, concentré sur sa pensée en travail. Il est baigné par une autre source de lumière d'une ouverture invisible qui pourrait être une variation de la porte céleste par laquelle entre la lumière de la cité de Dieu, ce qui renverrait à la source divine de son inspiration. Pour saint Jérôme, la lecture, la méditation et la vie contemplative étaient les seules voies pouvant mener au salut. Eh bien, mes amis, il nous reste à peu près 3 semaines pour trouver la voie du salut de notre société. Alors ne vous laissez pas distraire, concentrez-vous dans votre cabinet de travail, profitez de ces instants suspendus où la réflexion peut avoir toute sa place. Et pour conclure, je ne résiste pas à vous citer cette maxime de Thomas Kempis, que j'ai faite un peu mienne. In omnibus requiem quae sivi, nusquam inveni, nisi in angulo cum libro. Vous voulez que je vous la traduise ? Bon. J'ai cherché le repos partout et ne l'ai trouvé nulle part, sinon dans un coin avec un livre. Bonne lecture les amis et bonne journée.